Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Artémis Ier d'Halicarnasse, reine d'Asie mineure, est considérée comme l'une des meilleures chefs de guerre de l'armée perse. Elle est la seule femme à avoir participé à la bataille de Salamine qui a opposé les Perses aux Grecs en 480 avant Jésus-Christ. À travers l'histoire de cette femme exceptionnelle, je vais vous raconter l'un des plus glorieux épisodes de l'Antiquité athénienne qui a permis à la Grèce de devenir le berceau de la culture occidentale dans un récit en 2 parties. Artémise, reine d'Halicarnasse et la Seconde Guerre médique. Épisode 1. Une reine de bons conseils. Nous sommes dans la baie de Salamine, en mer Égée, en septembre 480 avant Jésus-Christ. Depuis la veille, le roi perse Xerxès Ier positionne ses navires de manière à barrer l'accès de la baie de Salamine. La flotte grecque se trouve là. Près de 300 navires de guerre qui couleront bientôt dans les fonds marins et symboliseront la soumission des Athéniens. Au petit matin, Xerxès lance l'attaque. Mais rien ne se passe comme prévu. Les bateaux perses, trop nombreux à s'engager dans la baie étroite, s'entrechoquent et certains se coulent même entre eux. Profitant de cette pagaille, le stratège grec Thémistocle ordonne à sa flotte d'attaquer. C'est un véritable carnage qui commence. Le navire de la reine Artémise est bientôt poursuivi par un bateau grec. La reine ordonne un repli, mais sa route est barrée par le navire du roi Damazitimos, un allié perse. Pour échapper aux bateaux qui cherchent à la couler et aux Grecs qui ont mis sa tête à prix, car elle est une femme chef de guerre, elle n'a pas le choix. Elle doit se replier. Mais si elle continue à filer tout droit, elle va éperonner l'embarcation de Damazitimos. Couler un allié ou être faite prisonnière, Artémise doit prendre une décision. Et vite. Artémise est probablement née à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Son père est le roi d'Halicarnasse Lygdamis et sa mère est une illustre dame crétoise. La passion pour la navigation coule donc dans les veines de cette princesse au caractère bien trempé. Pour mieux comprendre l'importance de la mer pour les Grecs, laissez-moi vous présenter la carte de la mer Égée à l'aube du 5e siècle, disons vers 500 avant Jésus-Christ. La mer Égée, c'est cette portion de mer qui sépare la côte de la Grèce et la côte ouest de l'actuelle Turquie. Dans l'Antiquité, on parle de l'Anatolie qui se situe en Asie mineure. La limite méridionale de la mer Égée se trouve au niveau des Cyclades, ces îles grecques paradisiaques où tout est blanc et bleu. À cette époque-là, la Grèce n'est pas unifiée. Il y a une multitude de cités-États avec des systèmes politiques différents allant de la démocratie à la monarchie. On parle alors plus souvent de dynaste ou de tyran pour qualifier un roi. Ce mot n'a pas encore une connotation négative. Ce sont des thalassocraties, des royaumes ouverts sur la mer. Sur la côte d'Asie mineure, il y a de nombreuses cités-États fondées par des Grecs, parfois dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Halicarnasse se trouve sur cette côte, à la confluence des cultures grecques et phéniciennes. La cité se trouve donc dans une région d'Anatolie qu'on appelle la Carie. Elle est proche de l'actuelle ville de Bodrum en Turquie. Lorsqu'Artémise vient au monde, son royaume, jadis indépendant, passe sous domination perse et son père devient un vassal du roi Darius. Le roi Darius est un Perse de la dynastie achéménide. Il met en œuvre une politique d'expansion agressive. Tous les rois des cités grecques d'Asie mineure doivent devenir ses suzerains, sinon leur cité sera détruite. Lygdamis reconnaît donc qu'il est inféodé à Darius. Il peut continuer à gérer librement son royaume tant qu'il paye un tribut annuel à son suzerain et qu'il fournit des armes et des guerriers en cas de guerre. On ne sait pas vraiment quand Lygdamis meurt, mais après sa mort, Artémise hérite de son pouvoir. À cette époque, dans la partie orientale de la Méditerranée, il arrive que des femmes règnent quand il n'y a plus d'hommes dans l'ordre de succession. C'est rare, mais ce n'est pas une anomalie.
Cependant, la chronologie du règne d'Artémise est un peu floue. On ne sait pas si elle succède tout de suite à son père ou si elle prend le pouvoir après la mort de son mari, qui, d'ailleurs, serait probablement son frère. Quoi qu'il en soit, on sait qu'elle est mère d'un fils et son pouvoir est incontestable. De son éducation, on ne sait rien de concret. On peut imaginer qu'elle a été préparée à exercer le pouvoir et qu'elle a une bonne connaissance de la navigation. C'est difficile d'en dire davantage sans sombrer dans les tentations romanesques. Depuis 486 avant Jésus-Christ, son suzerain est le roi Xerxès Ier, le fils de Darius. Le nouveau roi des rois a bien l'intention de continuer la politique expansionniste de son père parce que le dieu perse Ahura Mazda exige cela des rois. Et ce dont rêve Xerxès, c'est de faire la conquête de la Grèce continentale. Il deviendrait l'homme le plus puissant du monde connu. Son empire va déjà des portes de l'Inde à l'Égypte. Quelle victoire ce serait de prendre la Grèce! Et puis, le contentieux avec les Grecs ne date pas d'hier. Son père a été défait par les Grecs à la bataille de Marathon en 492. Xerxès aspire à la revanche et pour lui, c'est surtout une question d'orgueil. Dès son arrivée au pouvoir, Xerxès commence à lever une armée gigantesque pour partir à l'assaut de ses ennemis. Tous ses vassaux, dont la reine Artémise, fourniront des hommes et des armes. La souveraine d'Halicarnasse met d'ailleurs 5 navires de guerre à sa disposition et rejoint son conseil militaire. La gigantesque armée de Xerxès traversera l'Hellespont, l'actuel détroit des Dardanelles, qui sépare l'Asie de l'Europe et fera la conquête des cités grecques côtières une à une jusqu'à la prise d'Athènes dans la région de l'Attique, puis de Sparte dans le Péloponnèse. Laissons Xerxès imaginer la conquête de la Grèce et allons justement à Athènes. À ce moment-là, l'ambiance est très différente de celle de l'Empire perse. Athènes, qui est une démocratie, connaît une période de prospérité sans pareille grâce à l'exploitation des nouvelles mines d'argent du Laurion. Les bénéfices sont reversés aux citoyens et tout le monde est heureux. Malgré tout, un homme est inquiet. Cet homme, c'est Thémistocle. Thémistocle est né en 520 avant Jésus-Christ. Il est peut-être un peu plus vieux qu'Artémise, et encore. Il est issu du peuple, il vient d'une famille de commerçants. Il parvient néanmoins à gravir les échelons sociaux en se faisant élire stratège d'Athènes, c'est-à-dire général en charge des affaires militaires. Il fait partie des vainqueurs de la bataille de Marathon. Il a l'intuition que la paix contre les Perses ne va pas durer longtemps. Pour lui, il vaut mieux craindre les Achéménides que les pirates de l'île d'Égine qui attaquent et pillent les bateaux de commerce athéniens. Mais comme il sait que le peuple n'a pas envie d'envisager une grande guerre, il propose simplement aux citoyens d'utiliser les bénéfices des mines du Laurion pour le bien public en construisant une nouvelle flotte de guerre, la plus puissante de toute la Grèce continentale. Il est vrai que jusque-là, Athènes, qui a de vastes terres agricoles, n'est pas la cité reine de la mer Égée. Et il faut au moins se défendre des pirates. Le peuple accepte la proposition de Thémistocle. De nombreux citoyens sont alors employés sur les chantiers navals et la croissance économique de la cité continue. Thémistocle a fait mettre au point pour ses navires de nouveaux éperons. C'est ce qu'on appelle aussi des rostres. Il s'agit de sortes de becs renforcés par des plaques de métal qui permettent de percer un trou dans la coque du bateau attaqué pour le couler. Recouvrir les rostres de métal pour plus de 200 bateaux, ça coûte cher. Mais Athènes a les moyens, alors pourquoi s'en passer? Et l'histoire va bientôt prouver que Thémistocle a raison de préparer la guerre. Le stratège sait qu'il ne peut pas organiser une riposte seul face à une éventuelle attaque perse. En 481 avant Jésus-Christ, il réunit tous les chefs des cités-États grecques sur l'isthme de Corinthe pour coordonner une défense commune. Et ça passe par un préalable indispensable. Les cités-États grecques doivent arrêter de se battre entre elles pour faire front commun. Même si le péril achéménide est encore imprécis, les Grecs acceptent de s'unir. Et ils ont raison. Voilà, maintenant que nous savons ce qu'il se passe à Athènes, retournons voir Xerxès qui a avancé dans son projet de conquête.
En juin 480 avant Jésus-Christ, l'armée de Xerxès est prête à prendre la Grèce. Ses ingénieurs ont bâti un pont pour traverser l'Hellespont en mettant 674 trières côte à côte. Ce sont ces bateaux qui servent de pile à une passerelle longue de 1,5 km. Combien de fantassins et de cavaliers traversent ce pont ? Ça, je vous l'accorde, c'est difficile à dire. Ni les chroniqueurs anciens, ni les historiens modernes ne sont d'accord. Les évaluations des contingents de Xerxès vont de 5 millions d'hommes à 200 000 hommes. Il paraît raisonnable de rechercher une médiane crédible. On va se dire qu'il y a certainement plus d'1 million d'hommes. Pendant que les troupes perses traversent l'Hellespont, les soldats de Xerxès trouvent des espions grecs. Le souverain leur laisse la vie sauve, leur montre même la puissance de son armée et les invite à en avertir les Grecs. Qu'ils se préparent à entrer en guerre, s'ils l'osent. Et au nord de la mer Égée, ils n'osent pas. La colonne de fantassins avance comme un bulldozer le long des côtes grecques et toutes les cités tombent une à une presque sans combattre. Si elles tentent quoi que ce soit, elles seront rasées. Mieux vaut faire dos rond et prêter allégeance au roi des rois. À Athènes, Thémistocle est horrifié par le rapport des espions. Comment les Grecs pourront-ils résister à la puissance de l'armée perse ? Pour le découvrir, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Artémise, reine d'Halicarnasse inféodée au roi perse Xerxès, participe à la Seconde Guerre médique. Elle a fourni au roi des rois des hommes et 5 bateaux. L'expédition perse commence en 480 avant Jésus-Christ, et elle est victorieuse au nord de la Grèce. À Athènes, le stratège Thémistocle organise la résistance. Plutôt mourir que de devenir l'esclave des Perses. Épisode 2. La meilleure capitaine de la bataille de Salamine. À Athènes, Thémistocle est sidéré par la puissance de l'armée perse et son avancée inéluctable. Les Perses ont fait la conquête de la Macédoine, le nord de la Grèce, sans trouver d'opposition. Il faut maintenant protéger l'Attique, la région où se trouve Athènes, et le Péloponnèse, plus au sud, où se trouve Sparte. Pour y parvenir, il faut défendre 2 sites stratégiques, le défilé des Thermopyles dans les terres et le cap Artémision du côté de la mer. Comme les Athéniens ont la plus grande flotte de guerre, ils se positionnent avec leurs alliés au cap Artémision. Le roi Léonidas emmène quant à lui 300 soldats d'élite spartiates et 7000 hoplites alliés, c'est-à-dire des fantassins, du côté des Thermopyles. Autrement dit, dans ce couloir de falaises rocheuses coincé contre le rivage qui sert de porte à la région de l'Attique, il y a près de 7300 soldats grecs contre plus de 300 000 fantassins perses. Et oui, vous vous doutez de l'issue de la bataille, mais il faut quand même que je vous la raconte un peu. Nous sommes au début du mois de septembre 480. Il fait très chaud. Les hoplites suent sous leur casque en métal. Léonidas, le roi de Sparte, est résolu. Une prédiction nébuleuse de l'oracle de Delphes, le sanctuaire d'Apollon, semble annoncer sa mort. Mais il n'est pas question de courber l'échine quand on est un Spartiate. On se bat pour sa patrie jusqu'à son dernier souffle. On meurt debout et pas à genoux comme un esclave. C'est d'ailleurs au nom de ces valeurs que Léonidas a refusé la proposition de paix de Xerxès. Une paix accordée en échange de sa soumission. La bataille des Thermopyles dure plusieurs jours. Les archers perses attaquent les Grecs qui résistent grâce à leurs boucliers. Les Perses sont d'abord décontenancés par la résistance des Grecs. Mais comme ils sont beaucoup plus nombreux, ils parviennent à les encercler. Leur nombre joue en leur faveur, mais les Spartiates refusent de se replier. Question d'honneur.
Il semblerait que les Spartiates aient pris la décision de bloquer le défilé des Thermopyles aussi longtemps que possible pour permettre le repli des autres troupes en toute sécurité, y compris du côté du cap d'Artémision. Après 3 jours de combats acharnés, le corps de Léonidas est finalement criblé de flèches perses. Les Grecs sur place se battent pour que son cadavre ne devienne pas un trophée privé de sépulture par Xerxès. La dépouille de Léonidas sera inhumée plus tard dans un mausolée à Sparte et la cité l'érigera en héros, faisant de cette défaite militaire une victoire morale. À la fin de la bataille, Xerxès victorieux continue à avancer et s'empare de 2 autres régions au centre de la Grèce, la Phocide et la Béotie. Comme tous les hommes de son temps, le stratège athénien Thémistocle pense qu'il faut maintenant s'en remettre aux dieux pour savoir comment agir. Il se rend à Delphes pour demander un nouvel oracle, c'est-à-dire une prophétie délivrée par les prêtres d'Apollon grâce à une sorte de voyante appelée la Pythie. La Pythie est une jeune fille inculte et simplette, choisie par les prêtres du temple dans les villages des montagnes voisines. Pendant la cérémonie de divination, elle entre en transe, sans doute au moyen de produits psychotropes, elle s'agite et produit des sons que les prêtres interprètent comme des messages divins. Selon les prêtres, la Pythie évoque une muraille en bois imprenable et la nécessité de fuir Athènes. Thémistocle ne se laisse pas abattre par cet oracle terrifiant. Les murs de bois imprenables, c'est sa flotte, et s'il faut fuir Athènes, c'est pour mieux sauver son peuple. Et la Pythie a dit autre chose. Elle a évoqué la divine Salamine. Si elle a dit la divine et pas la funeste ou autre chose, c'est que les Grecs auront leur victoire là-bas. Salamine est une île qui se situe de l'autre côté du Pirée, le port d'Athènes. La baie de Salamine est un goulot d'étranglement de moins de 1 km par endroit qui ne laisse que peu de place aux grandes manœuvres navales. Thémistocle sait que s'il livre combat aux Perses en haute mer, il perdra. Sa flotte est trop modeste par rapport à celle de Xerxès. Mais dans la baie de Salamine, il a toutes ses chances, et il le sait. Thémistocle fait donc évacuer Athènes vers Salamine. Le peuple effrayé abandonne ses maisons sans savoir s'il les reverra. Pour Thémistocle, maintenant, il n'y a plus qu'à pousser Xerxès à se battre à l'endroit qu'il a choisi. Alors que la ville d'Athènes vient d'être évacuée, les fantassins perses découvrent une cité vide. Furieux, Xerxès ordonne sa destruction par le feu. En ce mois de septembre 480, Athènes est réduite en cendres. Xerxès doit maintenant adapter sa stratégie pour poursuivre sa conquête de la Grèce. 2 options s'offrent à lui. Soit il renonce à soumettre les Athéniens et pousse son armée sur terre vers le Péloponnèse, soit il s'engage dans un combat naval pour en finir une bonne fois pour toutes avec les Athéniens à qui il voue une haine dévastatrice. Les 2 stratégies sont exposées au conseil formé par les rois vassaux de Xerxès. Les souverains pensent tous qu'il faut combattre les Athéniens ici et maintenant. Mais une voix dissonante s'élève. C'est celle de la reine Artémis d'Halicarnasse. Seule femme dans ce concile d'hommes, elle est respectée et crainte pour ses hauts faits militaires sur mer depuis le début de la Seconde Guerre médique. Beaucoup de rois la jalousent parce que Xerxès la tient en haute estime. Elle explique qu'il ne faut pas sous-estimer la flotte grecque. Elle est elle-même d'origine grecque et sait combien la navigation est au cœur de la culture hellénique. Selon elle, les Perses risqueraient de perdre beaucoup de navires. Les Perses, au contraire des Grecs, sont des continentaux. C'est sur la terre qu'ils ont toutes les chances de dominer leurs ennemis. Dès qu'ils vont arriver près d'une cité, les citoyens et les paysans apeurés vont s'enfuir. Il ne faudra pas longtemps pour prendre le Péloponnèse, et ceux qui se sont réfugiés sur l'île de Salamine finiront par se rendre ou par y mourir de faim, car il n'y a rien sur cette île désolée. Les ennemis d'Artémis se réjouissent. En refusant d'aller dans le sens des désirs de Xerxès, ils espèrent que la reine tombera en disgrâce. Mais il n'en est rien.
Xerxès continue à voir Artémis comme une femme méritante, mais cette fois, il se rallie à la vie majoritaire. Il va livrer bataille aux Athéniens sur la mer. Il ordonne donc à sa flotte de voguer vers Salamine. De son côté, Thémistocle l'Athénien veut que la bataille ait lieu dans le détroit de Salamine et pas ailleurs autour de l'île. Il va donc tendre un piège à Xerxès pour l'attirer où il le souhaite. Il envoie un émissaire assurer au roi des rois que Thémistocle souhaite se soumettre. À la prochaine bataille, il se battra à ses côtés avec sa flotte de 200 trières de guerre. Xerxès est circonspect, mais après tout, pourquoi pas ? Thémistocle n'est pas le premier Grec à se ranger de son côté. C'est même une sage décision. Le roi des rois mord à l'hameçon et envoie dans la nuit sa flotte bloquer les 3 accès de la baie de Salamine où la flotte grecque est à l'ancre. En ce matin de septembre 480 avant Jésus-Christ, plus de 370 navires grecs sont prêts à en découdre avec les 1200 navires perses. La reine Artémise se trouve à bord d'un de ces 5 bateaux. Elle sait que cette bataille est décisive pour Xerxès, mais aussi pour elle. Les Grecs estiment que la place d'une femme de son rang est au sein de son foyer à jouer le rôle de mère. Pour eux, une femme au pouvoir est la preuve que le peuple d'Halicarnasse est un peuple de barbares. Petit rappel, pour les Grecs, les barbares, ce sont tous ceux qui ne sont pas des Grecs. Mais il y a pire qu'une femme au pouvoir. C'est une femme combattante. Pour eux, c'est un tel affront qu'ils ont mis la tête d'Artémis à prix, et elle le sait. Elle est plus que l'ennemie des Grecs. Si elle perd cette bataille, elle sera leur trophée. Pour mieux observer la bataille, Xerxès est resté sur le continent. Il s'est positionné sur un point en hauteur qui surplombe la baie. Enfin, il donne l'ordre à sa flotte d'entrer dans le détroit de Salamine et d'attaquer. Les rameurs des trières empoignent les rames et les bateaux fendent les flots. Par endroits, le détroit fait à peine plus d'1 kilomètre de large. Les embarcations perses se percutent les unes les autres et se coulent entre elles par accident. Les Grecs en profitent pour riposter. Avec leurs rostres renforcés de métal, ils percutent les bateaux perses et ouvrent des voies d'eau dans les coques. C'est un véritable carnage, d'autant plus qu'à cette époque, les marins sont loin d'être de bons nageurs. Bientôt, un navire grec prend en chasse le navire amiral d'Artémise. Elle ordonne un repli stratégique, mais un bateau allié, celui du roi des Kalidiens d'Amazitimos, lui bloque la route. Elle a toujours tenu les Kalidiens pour un peuple de lâches. Elle prend donc une décision sans tergiverser. Elle fonce à pleine vitesse sur le navire de Damazitimos et le coule. En voyant cela, le bateau grec qui la poursuivait pense s'être trompé de cible et avoir affaire à un bateau grec. Il se détourne donc. Artémise a échappé au pire. Depuis la berge, l'état-major de Xerxès souligne la hardiesse de la reine d'Halicarnasse qui vient de couler un bateau. Dans la confusion, tout le monde pense que c'est un navire grec, et comme tous les occupants du bateau de Damazitimos sont morts, personne ne viendra contester cette version. Si aujourd'hui on connaît cette bataille navale et les actions d'Artémise, c'est grâce à Hérodote. On le considère parfois comme l'un des premiers historiens parce qu'il compilait les traditions orales pour écrire ses histoires. Mais il ne faut pas oublier qu'Hérodote écrivait ses récits comme des contes ou des poèmes qui étaient lus pendant des concours au théâtre. Il n'a donc pas de méthode scientifique comme un historien actuel. En revanche, il est l'un des plus géniaux conteurs de l'Antiquité. Mais au sujet d'Artémise, Hérodote a été critiqué par ses contemporains. Il est lui-même originaire d'Halicarnasse et on lui reproche de trop encenser sa reine. Il écrit une 40aine d'années après la bataille de Salamine. Il était peut-être déjà né au moment des faits et plusieurs de ses proches ont vécu sous le règne d'Artémise. Il aurait donc voulu magnifier cette reine qu'il admire sincèrement. Mais il n'est pas le seul à avoir écrit sur Artémise. Pollien, un auteur grec qui écrit 2 siècles après les faits, ajoute qu'Artémise possédait un pavillon grec et un pavillon perse.
Elle en aurait changé régulièrement pendant la bataille pour mieux semer le trouble dans la flotte grecque. Toujours est-il qu'à la fin de la journée, ce qu'il reste de la flotte perse vaincue bat en retraite. La bataille de Salamine est une écrasante victoire grecque. De son côté, Xerxès considère que seule Artémise s'est bien battue. Pour la remercier, il lui offre une armure et en même temps, il donne une quenouille et un fuseau à ses autres amiraux. Inutile de dire que c'est une terrible humiliation d'inverser ainsi des objets qui symbolisent les rôles de genre. Après cette bataille, Xerxès doit choisir une nouvelle stratégie. Il considère que seule Artémise est vraiment de bons conseils. La reine l'invite à laisser l'un de ses généraux en Grèce avec un contingent pour terminer la guerre, mais l'issue n'a plus vraiment d'importance maintenant. Xerxès se plie à l'avis éclairé d'Artémise et la renvoie à Halicarnasse en la priant d'escorter ses fils jusqu'en Perse pour qu'ils voyagent en sécurité. Par la suite, on ne sait pas grand-chose d'Artémise qui a été, à n'en pas douter, une femme exceptionnelle dans son époque. Halicarnasse continue longtemps à être une cité prospère. Près de 130 ans après la bataille de Salamine, une autre Artémise, Artémise II, fera construire un tombeau monumental à son frère époux qui deviendra l'une des 5 merveilles du monde. Xerxès, de son côté, parviendra à garder une partie des cités-États grecs sous sa domination. Les Athéniens, les Spartiates et quelques autres cités grecques formeront quant à eux la Ligue de Délos, une organisation administrative et militaire pour se défendre ensemble en cas de retour des Perses. Il faudra attendre le Macédonien Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ pour que les Grecs prennent possession d'une vaste partie de l'Empire perse. Mais c'est grâce au courage d'hommes comme Thémistocle et Léonidas que la culture grecque a prospéré pour devenir le berceau de la nôtre. Artémise, elle aussi, était d'origine grecque, mais les historiographes n'auront de cesse de réduire son rôle dans la bataille de Salamine, gênés par le fait qu'une femme puisse être si courageuse et bonne guerrière. Heureusement, son compatriote Hérodote l'a fait entrer dans la légende et l'a rendue immortelle. C'est la fin de ce récit consacré à Artémise d'Halicarnasse et à la Seconde Guerre médique. Merci de l'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus sur elle, je vous donne rendez-vous ce week-end dans les pages de notre partenaire Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est le travail, non pas de la Ligue de Délos, mais de la Ligue du Micro Bleu. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, descendante spirituelle d'Hérodote, je vous dis à bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.